France Inter. Bonsoir, dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, 1815, Napoléon et les 100 jours. En avril 1814, la grande aventure napoléonienne semblait avoir pris fin. Après 10 ans de règne et de guerre, l'empereur était contraint d'abdiquer et de prendre la route de l'exil, tandis que Louis XVIII rentrait en France et restaurait la monarchie. Napoléon, désormais souverain de l'île d'Elbe, aurait pu finir sa vie sur ce minuscule et humiliant territoire, mais c'était sans compter avec l'énergie, l'ambition et sans doute aussi le désir de vengeance de l'ex-empereur. Le 1er mars 1815, il débarquait avec ses hommes en France, bien décidé à reprendre le pouvoir. Depuis Golfe-Juan jusqu'au Tour de Notre-Dame, en passant par les Alpes enneigées, la marche de plus en plus triomphale de Napoléon vers Paris, que les aficionados appelleront le vol de l'aigle, marquait le début d'une des plus incroyables pages de notre histoire, les 100 jours. Jusqu'à Grenoble, j'étais aventurier, à Grenoble, j'étais prince, écrira-t-il dans ses mémoires. Mais on le sait, cette nouvelle aventure où Napoléon croyait emporter l'adhésion des Français allait se terminer à Waterloo, dans la boue et le sang. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Charles-Éloi Vial, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes archiviste paléographe, conservateur au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France et historien, spécialiste de Napoléon, auquel vous avez consacré plusieurs ouvrages, notamment L'Histoire des 100 jours, justement publié chez Perrin. Une période donc très courte, le terme est entré dans la légende avec ses majuscules et le petit tiret entre les deux mots. Il sert encore d'ailleurs aujourd'hui à désigner une période politique où un nouveau gouvernant bénéficie d'une sorte d'état de grâce, comme on dit. Une période courte, donc les 100 jours, mais fascinante, qui a été abondamment racontée et commentée. Alors sur le sujet, Charles-Éloi Vial, il reste encore des choses à découvrir et à interpréter? Alors il reste beaucoup de choses à découvrir et chaque historien de l'Empire a comme ça ces sujets qu'il faut traiter. Il y a Sainte-Hélène, et il y a les 100 jours, ouais. surtout les 100 jours, qui est une période qui ouvre sur tout le 19e siècle. Ça nous projette tout de suite vers la Restauration ensuite vers la monarchie de Juillet. Donc il y a un héritage politique qui est très riche et il y a beaucoup de documents d'archives à découvrir selon ce qui nous intéresse. Enfin, ça peut être du point de vue militaire avec Waterloo, l'histoire des Français, l'histoire sociale, l'histoire politique, l'histoire diplomatique. Donc il y a beaucoup d'angles d'attaque et c'est très riche. Alors l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes commence en janvier 1815. Napoléon est exilé donc sur l'île d'Elbe depuis près de 9 mois. Il ne va pas y rester longtemps. Mais avant d'évoquer les 100 jours, pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faudrait revenir un peu en arrière. Il me semble, Charles-Éloi Vial, en avril 1814, Napoléon a été contraint d'abdiquer suite à une succession de défaites militaires, c'est ça? Alors c'est ça. Alors si vous voulez, pour faire très rapide, l'Empire commence à décliner en 1812 quand Napoléon déclare la guerre à la Russie. Donc il perd son armée lors de cette grande invasion de la Russie. Il est battu par l'hiver russe. En 1813, Napoléon doit défendre ses propres conquêtes contre les Russes qui contre-attaquent, qui envahissent l'Allemagne qui est sous l'Empire, sous domination française. Donc l'Allemagne est envahie et les alliés de Napoléon l'abandonnent un à un. Commencé par la Prusse, puis ensuite l'Autriche, puis après tous les souverains de la Confédération du Rhin, qui étaient des alliés de la France, l'abandonnent. Et à la fin de l'année 1813, la France est réduite à elle-même. Napoléon a perdu quasiment toutes ses conquêtes et il se retrouve début 1814 à devoir se battre sur le sol national. Oui, donc il y a une invasion de la France. Il y a une invasion de la France. L'Italie, Napoléon était roi d'Italie, l'Italie est envahie. La Hollande et la Belgique, qui étaient françaises également, sont envahies. L'Espagne, qui était gouvernée par Joseph Bonaparte, est envahie également. Donc la France est envahie de tous les côtés. Et surtout, Napoléon va lui-même se porter à l'assaut contre les envahisseurs dans l'est de la France, puisque la coalition des Alliés traverse le Rhin et se met à envahir l'Alsace, la Lorraine,
Touraine et puis la Champagne. On estime et Paris tombe le 31 mars 1814. Paris tombe très rapidement. Napoléon se bat, mais il lui reste 60 000 hommes. Il a face à lui 350 000 coalisés. Il y a 1 million d'hommes mobilisés en tout pour abattre la France napoléonienne. Donc Napoléon, malgré tout son génie militaire, ne peut rien faire. Paris tombe, Paris est prise par les Russes. Talleyrand, qui est resté à Paris, met en place un gouvernement provisoire. Donc il trahit définitivement l'empereur et il commence à préparer la Restauration. Et Napoléon se replie au château de Fontainebleau, avec ce qui lui reste de soldats, sa garde notamment. Et là se jouent ces quelques scènes d'avril 1814, de l'abdication de l'empereur, donc la fameuse scène des maréchaux, où les maréchaux excédés finissent par menacer Napoléon de l'abandonner et par le sommer d'abdiquer. Napoléon accepte, il y a de longues négociations et on finit par arriver à ce moyen terme de permettre à Napoléon de garder son titre d'empereur, mais empereur de l'île d'Elbe, donc une sous-préfecture, quelque chose de minuscule au large de la Toscane, une toute petite île. En plus de cette souveraineté dérisoire, il reçoit 2 millions de francs de pension par an, ce qui est pas mal. Sa famille reçoit également l'assurance d'avoir des pensions versées par la France durant toute leur vie, donc il ne s'en sort pas trop mal financièrement, mais c'est une humiliation terrible, ce qui explique qu'il essaye de se suicider à Fontainebleau. Il se rate, il n'arrive pas à mourir parce que le poison qu'il voulait utiliser était éventé. Donc il se résigne à signer le traité de Fontainebleau le 13 avril 1814. La veille, le comte d'Artois, le frère de Louis XVIII, est revenu à Paris. Et enfin, le 20 avril 1814, Napoléon fait ses adieux à ses soldats, la fameuse scène des adieux à Fontainebleau, donc une scène touchante, émouvante. Il leur demande de servir le roi et donc de servir la France. Il embrasse le drapeau tricolore et il se met en route en direction de l'île d'Elbe. Le pays est comment ? La France est toujours favorable à Napoléon ? Le pays est là de toutes ces années de révolution, de troubles, de guerre ? Alors, la France est globalement fatiguée en 1814. La France, effectivement, ça fait 25 ans de guerre quasiment continuelle. Donc, Napoléon est devenu impopulaire très rapidement. Il y a eu une grave crise économique qui a touché l'Empire dans les dernières années du règne de Napoléon. Donc les Français sont appauvris. Les jeunes générations ont été beaucoup ponctionnées parce qu'on a levé énormément de conscrits, y compris des jeunes gens vraiment très jeunes, de 16 à 17 ans vers la fin de l'Empire. Donc il y a une sorte de lassitude, de ras-le-bol général des Français. Et on voit arriver Louis XVIII avec beaucoup de soulagement parce qu'avec Louis XVIII, on se dit c'est la paix. Malgré tout, ça n'est pas parfait non plus, puisque la France perd beaucoup de territoire, est ramenée à ses frontières de 1792. Le pays est ruiné, endetté, exsangue, occupé militairement. Donc on accueille les Bourbons avec soulagement, mais quand même, on va très vite se mettre à regretter Napoléon, parce que Napoléon, c'est la gloire. Merci Charles-Éloi Vial pour cette introduction. Et si vous êtes d'accord, on poursuit tout à l'heure cette discussion. Tout de suite, 1815, Napoléon et les 100 jours, un texte de Jean-Baptiste Sabiani, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation, Cédric Ossire. Ils m'ont mis au banc de l'Europe, moi qui fus l'empereur des rois. Je suis relégué sur ce confetti de mon empire, le plus grand depuis Rome. C'est si ridicule que je refuse ce titre de souverain de l'île d'Elbe que ces hypocrites m'ont donné. Et pendant ce temps, le sort et l'avenir de l'Europe se jouent à Vienne. Sans moi, naturellement, et contre moi, certainement. Je suis dans toutes leurs pensées. Et je sais que beaucoup rêvent de me régler mon compte. Mais qu'ils osent venir me chercher. Je saurai les recevoir. Janvier 1815. Depuis 8 mois, Napoléon Ier vit en exil sur l'île d'Elbe, où l'on rejoint sa mère et sa sœur Pauline. Suite au traité de Fontainebleau, l'empereur déchu s'est vu confier la souveraineté de ce caillou aride, peuplé de 12 000 habitants. Mesurant 21 km sur 9, située dans la mer Tyrrhénienne, l'île d'Elbe n'est séparée de la côte italienne que de 15 km et n'est qu'à quelques jours de bateau des côtes françaises. Cette proximité avec le continent n'est pas sans inquiéter certaines cours européennes qui préféreraient un exil plus lointain. Napoléon a bien cela en tête lorsqu'avec ses fidèles généraux, Drouot et Bertrand, il inspecte les défenses de l'île, dont le fort de Porto Longone. Drouot,
Il faut absolument renforcer l'artillerie de ce fort. Bien, sire. Son intérêt stratégique est primordial. Nous ferons selon vos ordres. Maréchal Bertrand, Oui, sire. il faudra aussi acheter davantage de munitions. Pour les canons. Ainsi que des cartouches pour tous mes grenadiers. Nous avons commencé, mais... l'argent manque. Je sais bien. Les clauses financières du traité de Fontainebleau ne sont pas respectées. L'indemnité qui m'est due n'a jamais été versée. Mes ennemis veulent en finir avec moi par n'importe quel moyen. Vous croyez à toutes ces rumeurs? Quand elles croissent et convergent à ce point, ce ne sont plus des rumeurs. Ce sont des informations. Les plus optimistes parlent de me déporter aux Açores. L'intérêt de ces îles, elles sont à 500 lieues de la première terre. Mais vous êtes le souverain ici. Le souverain. Mais il y a mieux. Certains voudraient m'envoyer à Sainte-Hélène, une île volcanique, perdue dans l'Atlantique Sud. Et les plus ambitieux, Oui, sire. eh bien, ils parlent tout simplement de me faire enlever. Et pourquoi pas assassiner? D'où l'importance de renforcer les défenses de l'île Drouot. Je veux être capable de faire face à une attaque ennemie. Je ne me rendrai pas sans combattre. Je veux que notre armée, aussi petite soit-elle, soit prête à soutenir un siège s'il le faut. Le gouvernement des Bourbons ne convient pas à la France. Ils reviennent, portés par l'étranger, après 25 années passées à attendre un trône qu'ils ne méritent pas, à la tête d'un pays qu'ils ne connaissent pas. Qu'ont-ils fait de nos glorieux soldats, qui ont triomphé sur tous les champs de bataille? Renvoyés avec demi-solde. Comment être plus injurieux? Et ces émigrés, de retour, dont on dit qu'ils ne comprennent rien au pays et à son peuple. Ce peuple qui m'aime tant. Il refuse de me payer la rente qu'il s'était engagé à me verser à vie. Il est temps pour nous de passer à l'action. Messieurs, nos grognards ont soif d'action. Ma rente n'est pas payée. La France n'est pas heureuse avec les Bourbons. Je ne peux pas rester ici, à attendre de me faire assassiner. J'ai besoin de vous pour partir. En France? Vous me le déconseillez? Sire, même si nous partons à 1000 hommes seulement, mon souhait le plus ardent est de vous accompagner. C'est la même chose pour moi, sire. Comme vous le savez, le 20 février, le colonel Campbell doit partir pour Florence. L'homme qui observe tous mes faits et gestes ne sera plus là pour me surveiller. Commencera alors la phase finale des préparatifs. Vous donnerez de nouveaux équipements à mes compagnies, des tenues neuves et 2 paires de souliers par homme. Peu à peu, nous embarquerons sur les bateaux, vivres, chevaux et armes, jusqu'au jour du départ, le 26 février. Vive l'empereur! Le succès n'est pas garanti. Le projet est même audacieux. Mais nous avons déjà étonné l'Europe. Nous recommencerons. Allez, mes braves. Le 26 février 1815, Napoléon, à minuit, embarque à bord du brick l'Inconstant, emmenant avec lui, entre autres, les généraux Bertrand, Drouot et Cambronne. Environ 1000 soldats avec leurs munitions et leurs chevaux montent à bord de 7 bateaux, dont le Saint-Esprit, la Caroline, l'Étoile, le Saint-Joseph et la Conception. Cinglant vers la France, ils espèrent ne croiser aucun vaisseau anglais pour jouer à plein de l'effet de surprise extraordinaire. L'empereur revient en France. Le 1er mars, au petit matin, les côtes françaises apparaissent devant la flottille qui aborde à Golfe-Juan. Les généraux Bertrand, Cambronne et Drouot assistent sur la plage au premier débarquement, celui des hommes et du matériel. Eh bien, ça y est. Nous y sommes. La Providence veille sur l'empereur. Aucun des navires anglais d'observation ne nous a vus. Le pari est risqué. Nous sommes 1000 face à un pouvoir et une armée soutenus par des armées étrangères. Réussirons-nous? Même si je suis certain que le peuple et l'armée, naturellement, espèrent son retour. En attendant, le débarquement se passe à merveille. Ce qui est surprenant, c'est l'indifférence qui nous entoure. Les hommes de Napoléon débarquent et il ne se passe rien.
Les gens vaquent à leurs occupations comme si nous n'existions pas. Oui. Même le lieutenant des douanes a fait semblant de croire que nous rentrions tous en congé, sans papier pour l'attester. Et les gens nous regardent sans poser de questions, ni montrer un quelconque intérêt. Ils seront enthousiastes quand l'empereur débarquera. C'est certain. En tout cas, messieurs, sachez-le, je suis exalté par cette aventure. Et j'ai hâte d'en vivre la suite. À 3 heures de l'après-midi, Napoléon débarque à son tour. Sous la tente qu'il a fait dresser dans une prairie gardée par ses fidèles grenadiers, il s'entretient avec le général Cambronne pour lui confier une tâche de la plus haute importance. Il faut marcher sur Paris. Immédiatement. Nous ne pouvons attendre que les chaloupes débarquent tous les hommes et le matériel. Il faut entrer dès maintenant dans l'intérieur des terres. Je vous confie mon avant-garde. L'avant-garde de ma plus belle campagne. Regardez cette carte. Nous sommes ici. Notre premier objectif, c'est Grenoble. Cette ville passionnément attachée aux acquis de la Révolution. Pour l'atteindre, il faut, autant que possible, éviter les garnisons royales. Nous savons que la Provence nous était très hostile il y a quelques mois. Aussi, nous allons remonter à travers les Alpes. Je propose de partir tout de suite avec quelques cavaliers vers Cannes afin de bloquer les courriers. Très bien. Mais que ferez-vous si vous rencontrez des troupes restées fidèles au roi? Eh bien, je les soumettrai, afin que la troupe puisse passer. Qu'aucune goutte de sang ne soit versée. Je ne suis pas revenu pour déclencher une guerre civile. C'est fondamental pour moi. J'exige qu'aucune goutte de sang français ne coule par mes actions. Que devrais-je faire en cas d'hostilité? Convaincre, Cambronne. Convaincre. J'ai écrit une proclamation à destination de l'armée. Elle explique notre présence et nos objectifs. Vous la lirez avec assurance aux troupes que vous rencontrerez. Et vous arborerez la cocarde tricolore, que les Bourbons ont remplacée par le blanc qui trahit notre histoire. Je sais que l'armée m'est fidèle et attend mon retour. Elle sera sensible à ces mots qui viennent du plus profond de mon cœur. Puis-je vous demander cette proclamation? Soldats de la grande nation, soldats du grand Napoléon, arrachez les couleurs que la nation a proscrites. C'est magnifique. Sire, je me mets en route immédiatement sans perdre une minute avec mes fidèles cavaliers. J'arriverai à Grenoble avant une semaine. Allez-y, général. Je vous suivrai à la tête de ma troupe. La réussite de cette opération repose sur votre succès. Et le sort de la France aussi. Je pars sur le champ. Cambronne? Oui, sire. Dites-moi, comment était la population aujourd'hui, quand elle nous a vus? Quelle a été sa réaction? Eh bien, à dire vrai, nous n'avons pas vu de vraie réaction. Comme si cela n'existait pas. Il n'y a pas eu de manifestation d'hostilité, en tout cas. Merci, général. Vous pouvez disposer. La réaction du peuple est normale. Il a du mal à croire que je reviens. Au fil de notre avancée, il comprendra. De mieux en mieux. Et me manifestera sa loyauté. C'est indispensable. Je dois affronter la réalité avec lucidité. Je peux échouer et ne pas arriver à Paris. Si je ne rallie pas le peuple, cette aventure sera aussi vaine que ridicule. Dès le matin du 2 mars, Napoléon et sa troupe prennent une route difficile et escarpée, souvent recouverte de neige, qu'on appelle aujourd'hui route Napoléon. Les conditions sont telles que Napoléon chute plusieurs fois de cheval, mais rien ne peut l'arrêter. Son objectif est de jouer sur la surprise, avant que le pouvoir ne réagisse. Les étapes de plus de 50 km sont épuisantes, mais comme le dit la légende, la victoire est dans les jambes des soldats. Alors, Drouot, comment vous sentez-vous? Comme vous, exténué, mais encore plus exalté. Tout se passe comme prévu. Cambronne fait bien son office. Chaque maire et chaque sous-préfet auquel il annonce notre arrivée nous laisse passer. Et même si tous ne sont pas ravis, les anciens militaires, nos compagnons d'armes, les dissuadent de prendre toute initiative malheureuse. Mais que se passera-t-il quand Cambronne rencontrera un bataillon de l'armée du roi?
décidé à nous barrer la route. J'ai confiance dans le destin de l'empereur. Moi aussi. Tout se passera bien. Il est un peu vieilli, mais sa force et sa détermination renforcent encore, si cela était possible, mon admiration pour lui. Débarquer et arriver jusqu'ici est déjà un miracle. Ce n'est vraiment pas un homme ordinaire. Cet homme est la France. À l'avant-garde, Cambronne prépare le terrain pour la petite troupe. Les rares garnisons des villes qu'il traverse restent enfermées dans leurs casernes. Jusqu'à ce 4 mars, où, pour la première fois, il fait face à des soldats de l'armée du roi. Un détachement à cocarde blanche. Et il m'est interdit de tirer un seul coup de fusil. Alors lisons la déclaration de l'empereur. Le détachement royal s'approche de l'avant-garde. Les deux groupes se font face. Mes compagnons, je sais à qui je m'adresse. Soldats de la grande nation, soldats du grand Napoléon, arrachez les couleurs que la nation a proscrites. Arborez cette cocarde tricolore. Vous la portiez dans nos grandes journées. À Ulm, à Austerlitz, à Wagram. Venez vous ranger sous les drapeaux de votre chef. La victoire marchera au pas de charge. L'aigle, avec les couleurs nationales, volera de clocher en clocher, jusqu'au tour de Notre-Dame. Alors, vous pourrez montrer avec honneur vos cicatrices. Alors, vous pourrez vous vanter de ce que vous aurez fait. Vous serez les libérateurs de la patrie. 4 jours que je suis rentré en France. La nouvelle a dû arriver à Paris. Peut-être même à Vienne. Le peuple se presse pour m'approcher. Me dire ses espoirs, ses inquiétudes, son amour de la nation. Vous êtes notre père, me disent-ils. La foule m'entoure, m'encourage et m'aime. Oui, si cela se reproduit, si l'armée me rejoint, ce pari fou peut être gagné. Une semaine passe. La troupe continue d'avancer à travers les Alpes, endurant le froid et la neige, rejointe par de plus en plus de paysans et de gens du peuple, exaltés par le retour de leur empereur. Mais les ennuis commencent à l'approche de Grenoble. Il faut dire que la nouvelle du retour de l'empereur s'est répandue dans toute la France, jusqu'à la cour. Au début, Louis XVIII ne semble pas inquiet. Mais par prudence, ordre est donné d'organiser la résistance. À Grenoble, le général Marchand, commandant de la place, décide d'arrêter l'armée de Napoléon en envoyant un bataillon. Le 7 mars 1815 au matin, la troupe de l'ex-empereur arrive en vue du régiment royaliste, rangé en ordre de bataille, prêt à faire feu. Un moment historique va se jouer ici, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la prairie de la rencontre. Eh bien, que se passe-t-il? Sire, un bataillon d'infanterie barre la route, prêt à faire feu. Quel régiment? Le 5e d'infanterie de ligne. Dro, envoyez mon officier d'ordonnance parlementer avec eux. Qu'on leur fasse connaître la nouvelle de mon arrivée. Et que je me rends à Grenoble. À vos ordres. Bertrand, comment s'appelle cet endroit? C'est un lieu dénommé Lafray. C'est donc ici que mes anciens soldats s'opposent pour la première fois à moi. Ils vont sûrement vous rallier. Bertrand, Oui, sire. c'est ici que se joue mon destin. L'officier du 5e semble refuser de recevoir votre ordonnance, sire. Il obéit à ses ordres. Ah, mais c'est assez! Que faisons-nous? Nous forçons le passage? Bertrand, je vous l'ai dit, pas un coup de feu ne doit être tiré. Aucun sang de soldats français ne doit couler. Je descends de cheval. Pourquoi faire? C'est à moi de leur parler. Sire! Grenadier! Ne tirez pas! Quand bien même on ferait feu sur moi! Oui, c'est peut-être ici que mon destin se joue. Ils sont prêts à faire feu,
au commandement de leur chef, alors que leur vrai chef, c'est moi. Napoléon s'avance, s'arrête à quelques mètres du bataillon et, à une portée de pistolet, il prononce ces mots devenus célèbres. Me voilà, soldat du 5e. Ne reconnaissez-vous plus votre camarade? Votre empereur? Celui qui vous a si souvent mené à la victoire? Qu'attendez-vous donc pour crier « Vive l'empereur » et me suivre à nouveau sur les chemins de la gloire et de l'honneur, par amour de la patrie? Vous ne le souhaitez pas? Alors laissez-moi ouvrir ma redingote et découvrir ma poitrine. Eh bien, puisque vous ne me reconnaissez plus, tirez sur moi. S'il est parmi vous un soldat qui veuille tuer son empereur, il peut le faire. Vive l'empereur! Mes chers soldats, prenez l'avant-garde et ensemble, marchons jusqu'à Grenoble. Après ce ralliement spectaculaire à l'affray, d'autres troupes munies de la cocarde tricolore rejoignent le cortège. La garnison de Grenoble est acquise et la ville attend son empereur, malgré la publication de l'ordonnance royale indiquant, je cite, que le traître et rebelle Bonaparte doit être traduit devant un conseil de guerre pour être fusillé. Mais le vol de l'aigle continue, de clocher en clocher, irrésistible, rapide comme l'éclair. De Grenoble à Lyon, que les troupes du comte d'Artois abandonnent, la marche est un triomphe. Napoléon signe des décrets qu'il estime constitutionnels pour restaurer les droits de la nation et dissout la Chambre des pairs et celle des députés. Jusqu'à Grenoble, j'étais un aventurier. Depuis Grenoble, je suis un prince. Dans 10 jours, je serai à Paris. Général, qui peut encore nous arrêter? Les puissances du Congrès de Vienne viennent de vous déclarer hors la loi. De cela, je m'occuperai plus tard. Mais qui peut m'empêcher de gagner Paris? On dit que le maréchal Ney commence à regrouper des forces royales à Lons-le-Saunier. Ney. Le brave des braves. Passé à Louis XVIII. Ses faits d'armes lui procurent un prestige unique. Mais ces soldats ne tireront pas sur leurs anciens compagnons d'armes, non. Je vais vous dicter une lettre pour le maréchal. Vous y êtes? Mon cousin, mon major général vous expédie l'ordre de marche. Je ne doute pas qu'au moment où vous aurez appris mon arrivée à Lyon, vous n'ayez fait reprendre à vos troupes le drapeau tricolore. Exécutez les ordres de Bertrand et venez me rejoindre. Je vous recevrai comme le lendemain de la bataille de la Moskowa. À Auxerre, le maréchal Ney, qui avait promis à Louis XVIII de ramener l'usurpateur dans une cage de fer, tombe dans les bras de son empereur. La nouvelle frappe d'effroi le camp royaliste. Le 19 mars 1815, on apprend que le roi a quitté les Tuileries pour s'exiler en Belgique. Le lendemain, Napoléon entre en calèche dans Paris. Dès son arrivée, le peuple l'entoure, le précède et le suit et force les chevaux à avancer au pas. Dans l'après-midi, le drapeau tricolore flotte aux Tuileries, puis sur le dôme de l'horloge aux Invalides. Est-ce le retour de la Révolution? À 9h du soir, l'empereur entre dans la cour du château des Tuileries, 20 jours après avoir débarqué, sans avoir tiré un coup de fusil. Mes appartements des Tuileries. Inchangés, hormis ce gros fauteuil pour homme incompétent. On l'enlèvera. Le peuple et l'armée m'attendaient. Il faut maintenant tout reconstruire et effacer tout passage des Bourbons. Maréchal Bertrand. Oui, sire. Je dois former mon gouvernement. Le maréchal Davout est là?
Il vient d'arriver. Faites-le entrer. Bien sûr. En disgrâce sous le règne de Louis XVIII, le maréchal Davout revient aux Tuileries pour servir son seul maître. Sire, quelle joie de vous revoir. Maréchal Davout. Duc d'Auerstedt, prince d'Eckmühl. Un de mes seuls maréchaux à ne pas s'être compromis avec les Bourbons. Je suis à votre service. Je constitue mon gouvernement. Je vous veux ministre de la guerre. J'accepte cet honneur de tout mon cœur. La tâche sera ardue. L'Europe entière va bientôt dresser une armée contre la France. Il faut préparer en 3 mois une armée de 300 000 hommes. J'ai confiance en vous. Je me livrerai corps et âme à mon devoir. Je compte faire de Soult mon major général. Qu'en pensez-vous? C'est un soldat de valeur. Il saura coordonner les armées. Il a fait allégeance aux Bourbons, comme le maréchal Ney. Mais comme lui encore, si vous le rappelez, je pense qu'il acceptera. Davout, nous revenons au pouvoir, et le peuple réclame plus de liberté. Il les mérite, et il les aura. Vous serez un des piliers de mon gouvernement. On va nous forcer à nous battre, et nous vaincrons, Davout. Nous vaincrons pour la France libre. Oui, sire. Il faut à Napoléon plus de 4 jours pour constituer son nouveau gouvernement, convaincre les indécis, voire les contraindre. Il reprend parfois des hommes dont il se méfie, mais qui sont presque irremplaçables, tel Joseph Fouché, qu'il renomme ministre de la police. Il est convaincu que la restauration impériale doit impliquer une modification des pratiques du gouvernement et des textes constitutionnels dans un sens plus libéral. C'est avec cet objectif qu'il reçoit aux Tuileries l'écrivain et philosophe Benjamin Constant. Alors dites-moi, à qui est-ce que je ressemble le plus? Je ne comprends pas. La veille de mon retour aux Tuileries, vous me compariez dans les gazettes à Gengis Khan, Attila, Néron, et à un ogre, si je ne me trompe. C'est une méprise. Je regrette. Je ne vous ai pas fait venir pour vous embarrasser, mais pour profiter de vos idées. L'Empire tel que je le concevais auparavant n'est plus possible. J'abandonne donc l'idée d'un grand système fédératif européen, pourtant conforme à l'esprit du siècle et favorable au progrès de la civilisation. Mon but, désormais, est d'accroître la prospérité de la France par l'affermissement de la liberté publique. C'est un très beau projet. Comment voyez-vous les choses? Nous voulons conserver ce qu'il y a de bon du passé et rendre les constitutions de notre empire conformes à l'état de paix que nous désirons maintenir avec l'Europe. Alors, entourer les droits des citoyens de toutes les garanties. Égalité devant la loi, l'impôt et l'accès aux emplois publics. Liberté des cultes, inviolabilité de la propriété, liberté d'imprimer et de publier. Oui, je pense que tout cela est faisable. Remplacer l'ancien corps législatif et le Sénat par une chambre des représentants et une chambre des pairs, et préciser le domaine de la loi. Rééquilibrer les pouvoirs, proclamer une déclaration des droits des citoyens. Ainsi, le risque d'autoritarisme n'existera plus et l'Empire renaîtra. Oui. Très bien, Monsieur Constant. Vous avez 1 mois pour rédiger un acte additionnel aux constitutions de l'Empire, que je ferai approuver par plébiscite. Vous pouvez disposer. Malgré ce qu'il estime être sa popularité et son plus grand libéralisme, Napoléon constate l'échec des plébiscites. L'acte additionnel est adopté par 1 500 000 voix, avec 3 millions d'abstentions, et le parti impérialiste perd les élections législatives et municipales. Toujours hostile à Napoléon, l'Angleterre, la Russie, l'Autriche et la Prusse signent dès le 25 mars 1815 un traité d'alliance. Elles s'engagent à lever chacune 150 000 hommes et refusent toutes les tentatives de conciliation de Napoléon. À terme, c'est une armée d'1 million d'hommes qui fera face au nouveau régime français. Davout, les pays d'Europe refusent de négocier. Ils veulent la guerre. Les dépêches annoncent que les armées coalisées prussiennes, anglaises, hollandaises, russes et autrichiennes convergent vers la Belgique. Il est évident qu'elles veulent envahir le territoire national. Il faut les précéder.
Donnez l'ordre au maréchal Grouchy, qui commandera la cavalerie, d'être le 5 juin à Laon, afin que le 10, on puisse entrer en campagne. Combien d'hommes forment l'armée du Nord? 120 000. Je vais prendre leur tête. Seules les armées de Wellington et de Blücher sont pour l'instant en mesure de se battre. Il faut les affronter avant qu'elles ne se rejoignent. Wellington est à Bruxelles, Blücher arrive du sud. Si nous nous glissons entre elles, nous pouvons les battre l'une après l'autre. Et être dès le 17 juin à Bruxelles nous-mêmes. Je suis seul. Ma femme et mon fils sont à Vienne. Les armées d'Europe vont mobiliser 1 million d'hommes contre nous. Les meilleurs généraux sont morts ou absents. Le péril est réel. Cette bataille peut m'ensevelir si je la perds. Le 12 juin 1815, Napoléon quitte Paris et rejoint son armée. Le 15, elle se met en marche vers Charleroi. Elle affronte victorieusement une colonne de l'armée de Blücher, le commandant en chef de l'armée prussienne, mais n'arrive pas à disséminer l'adversaire. Surpris par la manœuvre de l'empereur, Blücher est résolu à l'affronter le lendemain. Depuis sa tente, sur les hauteurs de Ligny, Napoléon supervise la bataille avec son major général, le maréchal Soult. Voyez, sire, le maréchal Ney fait marcher un de ses corps d'armée sur Ligny. Ouais. Dès qu'il arrivera, les Prussiens seront écrasés. Nos soldats se battent avec rage. Ce n'est plus un combat, mais une boucherie. Regardez cette charge de cavalerie, Soult. Nous l'emportons. Oui, les Prussiens se retirent. Il faut les poursuivre pour les anéantir. C'est impossible, sire. Nous n'avons plus de corps assez puissants pour le faire. Mais que fait le maréchal Ney? Le corps de Drouet d'Erlon n'est toujours pas arrivé. Cette victoire n'est pas celle que j'espérais. Wellington et Blücher peuvent encore se regrouper. Il faudra attendre pour les battre définitivement. Le 16 juin, la victoire à Ligny des forces françaises sur les armées prussiennes et anglaises n'est pas décisive en effet. Napoléon apprend que Wellington s'est replié au nord, près du mont Saint-Jean. Il convoque entre autres le maréchal Soult, le général Bertrand et le général Drouot à son quartier général, la ferme du Caillou, le 18 juin 1815. Vu les circonstances, nous avons 90 chances sur 100 de l'emporter aujourd'hui. Certes, sire, mais... Et quoi, Soult? Ne sous-estimons pas l'habileté défensive de Wellington. Ouais. Je me méfie plus de la boue. À cause de la pluie tombée, il faudra reporter l'attaque de 2 heures, afin de laisser l'artillerie manœuvrer. Nous tournerons Wellington sur son point faible, son aile gauche, après avoir fixé son point fort, son aile droite, appuyée sur le château de Hougoumont. Wellington quittera le champ de bataille vers le nord-ouest et s'éloignera des Prussiens. Messieurs, à vos postes. Maréchal Soult, n'oubliez pas de prévenir le maréchal Grouchy qu'il doit diriger ses mouvements afin de se rapprocher de nous. Bien, sire. Moi, je vais sur mon cheval regarder la victoire qui me permettra d'être demain à Bruxelles. Ce 18 juin 1815, c'est extrêmement confiant que Napoléon assiste à la bataille de Waterloo qui doit clore victorieusement cette campagne de Belgique. C'est le moment d'enfoncer Wellington. Quelle charge de cavalerie! Wellington forme ses hommes au carré. Ils résistent. Cela fait des heures que rien n'entame leur défense. Ça y est. Ney enlève une position. Et le général Durutte prend la papelote. Les Prussiens n'arriveront plus. La nuit nous assure la victoire. Mais non. Un corps prussien chasse Durutte. Il faut désormais en finir définitivement avec Wellington. Nos lignes commencent à faiblir. La garde recule. Wellington fait avancer ses troupes. Certains de mes bataillons battent en retraite en bon ordre. D'autres partent en débandade. Grouchy n'arrive pas. Que se passe-t-il? Non. Ce n'est pas possible.
À Waterloo, cernée de tous côtés, l'armée française, jusque-là supérieure, pivote, tourbillonne et bat en retraite. En un instant, le combat change d'âme et la victoire de camp, au grand désarroi de Napoléon. Il est 8 heures du soir. L'empereur prend place au milieu d'un carré du 1er régiment de chasseurs à pied. Cambronne le convainc de se retirer, lui dit un éternel adieu et oppose à l'ennemi une résistance légendaire. À 10 heures, Wellington et Blücher se rencontrent à la ferme de la Belle Alliance, se serrent chaleureusement la main et se disent « Nous avons mis fin au ballet de Bonaparte ». Ainsi s'achève la bataille qui s'appelle désormais la bataille de Waterloo. Eh bien, d'avoue, la bataille a été perdue. Mais les chambres me seconderont-elles? Lafayette est monté à la tribune. L'agitation est grande depuis l'annonce de la défaite. Je suis prêt à aller devant les assemblées, les convaincre que l'armée n'est pas détruite et que nous devons faire bloc autour de l'empereur. Et s'ils ne sont pas d'accord? Est-il vrai que beaucoup disent que je mène l'armée à sa perte et que la France ne peut être sauvée avec l'empereur? La force est encore de notre côté. Il me faudrait alors refaire un 18 Brumaire qui pourrait déboucher sur une guerre civile. Quelle ingratitude envers moi. L'armée et le peuple de Paris crient encore « Vive Napoléon ». Suis-je revenu pour inonder Paris de sang? Contesté par les chambres, Napoléon abdique pour la seconde fois le 22 juin 1815, alors que les coalisés sont entrés en France. Quittant Paris, il se rend aux Anglais, qui l'exileront bientôt à Sainte-Hélène, comme il le redoutait tant. Les Français m'ont accueilli en sauveur. Notre armée était prête à vaincre un ennemi 5 fois supérieur en nombre. Mais le sort était contre nous. C'est tragiquement que s'achèvent ces journées. Avec moi, la France a été grande. Ce que j'ai fait, nul autre n'aurait pu le faire. Ah, si seulement. « 1815, Napoléon et les 100 jours » de Jean-Baptiste Sabiani, avec Napoléon Mathieu de Sertine, Drouot Antoine Cahan, Bertrand Régis Laroche, Cambronne Jean-Alain Vellardeau, Benjamin Constant Xavier Brossard, Soult François Hatt, Davout Emmanuel Ménard, bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Maxime de Peretti de la Rocca et Valentin Azan-Zielinski, assistante à la réalisation Émilie Joquiel, réalisation Cédric Ossire. Vous écoutez Autant n'emporte l'histoire sur France Inter. Dans quelques minutes, je reprends la discussion sur les 100 jours de Napoléon avec mon invité, l'historien Charles-Éloi Vial. On écoute d'abord Bon Hiver, Things Behind Things, Behind Things. I would like the feeling, I would like the feeling, I would like the feeling gone. 'Cause I don't like the way it's, I don't like the way it's, I don't like the way it's looking. I get caught looking in the mirror on the regular. What I see there resembles some competitor. I see things behind things, behind things. And there are rings within rings, within rings. I can't go through the motions, I can't go through the motions. How am I supposed to do this now? Say we went out strolling, say we went out strolling, say I went and told them how. I am afraid of changing, and when it comes a time to check and rearrange,
There are things behind things behind things, and there are rings within rings within rings. I got caught compiling, I got caught compiling, I got caught compiling my own news. I never lose. And who's the benefactor? And how to move without touching every interactor. When there are things behind things behind things, and there are rings within rings within rings. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Charles-Éloi Vial, nous avons donc assisté à la fin de Napoléon, la défaite de Waterloo, puis 3 jours plus tard, la seconde abdication, donc le 22 juin 1815, alors que les coalisés sont entrés en France. Napoléon va donc quitter la France, il va se rendre aux Anglais à Aix d'abord, et qui vont l'exiler ensuite à Sainte-Hélène, où il finira sa vie. Mais juste après Waterloo, Napoléon y croyait encore, hein, mais à son arrivée à Paris, le 20 juin, les Chambres ont refusé de voter la poursuite de la guerre comme il le souhaitait. Oui, alors c'est la toute fin des 100 jours, ce moment où Napoléon rentre à Paris, se réinstalle au palais de l'Élysée et il veut demander des moyens exceptionnels aux chambres pour continuer la guerre, notamment une levée d'hommes, plus d'argent, mais ça ne peut pas marcher parce qu'on l'a bien vu dans l'émission. Il a mis en place une monarchie constitutionnelle, donc il s'est lui-même privé d'une bonne partie de ses pouvoirs. Il a créé une opposition qui est en place et qui n'est pas du tout favorable ni à la guerre ni même à l'Empire. Donc il arrive dans des conditions politiques qui ne sont plus du tout celles d'avant, de 1812 ou de 1813, où il était encore empereur absolu. Donc très fermement, on lui dit non, les députés lui disent non, les pairs lui disent non et exigent de lui une abdication. Abdiquer avant qu'il soit trop tard, parce que on se rend bien compte que la guerre n'est pas contre la France, mais la guerre est contre Napoléon lui-même. Donc on veut qu'il abdique, ce qu'il va faire le 22 juin, et qu'il quitte le pays le plus vite possible. C'est pour ça qu'il va ensuite se retirer très rapidement à Malmaison, puis ensuite de là partir à Rochefort, puis à l'île d'Aix. Pensait partir aux États-Unis, il va se retrouver contraint de se rendre aux Anglais. Mais c'est vraiment, l'idée, c'est de se débarrasser de l'empereur le plus tôt possible. Il doit évacuer la scène parisienne parce que son prestige est très grand, notamment parmi les classes populaires, et que sa présence pourrait provoquer des troubles et plonger le pays dans une guerre civile. Donc le meilleur moyen, c'est de l'inviter à partir très vite et ensuite organiser l'après. Un après qui ne peut pas être Napoléon II, ce ne sera pas le fils de Napoléon qui va remonter sur le trône. Les 3 solutions possibles, c'est ou le retour de Louis XVIII, ou la République, ou alors la proclamation du cousin de Louis XVIII, le duc d'Orléans. Mais en réalité, c'est le retour du roi légitime, qui est l'option, qui était reparti et qui va revenir. Voilà, qui était déjà revenu l'année précédente, qui va revenir, mais c'est ça l'option la plus favorable pour la France. Mais quelle épopée quand même, ces 100 jours, Charles-Éloi Vial. Quel était l'objectif de Napoléon en quittant l'île d'Elbe et en remontant sur Paris? Est-ce qu'il voulait sauver l'héritage de la Révolution française, l'égalité, la liberté, comme il le dit, empêcher le retour de l'Ancien Régime? Ou bien au contraire, comme vous l'écrivez un peu aussi dans votre livre, Charles-Éloi Vial, vous dites qu'il voulait avant tout assurer sa propre survie politique, dynastique, mais aussi matérielle, que de l'égoïsme et des intérêts. Vous êtes sévère. Oui, c'est un peu sévère, mais en réalité, on n'en sait rien parce qu'il a laissé un témoignage, mais qui est très retravaillé pour la postérité. Donc, il affirme qu'il a voulu sauver la France du retour à l'Ancien Régime, en accusant les Bourbons de vouloir abolir tout ce que la Révolution avait fait, la liberté, l'égalité, donc de revenir là-dessus. Donc, Napoléon prétend défendre les Français, il prétend leur apporter la paix, et c'est vrai que les 100 jours sont bâtis sur un mensonge, parce que dès son débarquement, il promet la paix et il sous-entend, il l'affirme même de temps à autre, qu'il est soutenu
par les Alliés, notamment par l'empereur d'Autriche, qui sont d'accord pour qu'il reprenne le pouvoir. Donc les 100 jours naissent d'une forme de mensonge, et ce qu'il veut, on s'en rend bien compte, c'est le pouvoir avant tout, c'est retrouver son trône, retrouver son palais, les Tuileries, son étiquette, sa cour. Il a vraiment pris un confort matériel. Ouais. Il a pris goût à ce rôle de souverain. Il a pris goût à cette autorité sans limite. Il est prêt à accepter des concessions, notamment avec Benjamin Constant. Donc, il promulgue une nouvelle constitution, mais son idée, le plus probablement, c'est de profiter de la guerre pour remettre en place des lois d'exception et ressaisir très vite la totalité du pouvoir. Donc s'il tente l'aventure des 100 jours, c'est avant tout, je pense, pour lui-même. Et si ça peut aider les Français, tant mieux. Il n'en sera que conforté davantage du point de vue politique, mais il le fait avant tout pour lui. Mais ce vol de l'aigle est assez fabuleux malgré tout. Quelle épopée, il a été acclamé sur la route vers Paris, on l'a entendu. Il y a cette scène magnifique, ce ralliement à Laffray avant Grenoble, quand Napoléon se présente à pied, sans armes. Est-ce que c'est vrai qu'il a ouvert sa redingote et qu'il a présenté sa poitrine aux soldats du roi et qu'il a réussi comme ça à les retourner? C'est vrai? Alors le vol de l'aigle, c'est un moment extraordinaire. Et là, on voit le charisme incroyable du personnage qui débarque presque seul avec une poignée de soldats qui remontent vers Paris. Et il y a ce moment, cette rencontre de Laffray. Alors, tout ce qui est raconté est vrai, mais il y a quand même eu, semble-t-il, des contacts en sous-main. Et les soldats de Louis XVIII savaient que l'empereur allait arriver. Ils s'étaient mis d'accord. Et la scène a plus ou moins été préparée mise en scène. C'est presque une mise en scène qui permet à Napoléon de se mettre en avant. Et le bruit de cet événement se répand ensuite extrêmement rapidement, puisque Napoléon progresse et remonte vers Paris, mais la rumeur de son retour le précède, et le fait que des soldats se rallient, que des autorités locales se rallient, ça aide aussi à galvaniser les Français qui l'entendent parler un tout autre discours qu'en 1812, en 1813, où il disait « j'ai besoin de vos jeunes gens, je veux du sang, je veux des larmes ». Là, il promet la liberté, il promet l'égalité, il promet la paix. C'est un Napoléon qui est plus révolutionnaire et qui s'oppose aux Bourbons, qui sont passéistes, royalistes et qui rêvent de ramener la France vers l'ancien régime. Donc le Napoléon qu'on accueille, c'est un Napoléon radicalement changé, c'est un Napoléon qu'on accueille vraiment avec joie, avec des transports. Oui, et puis il y a le maréchal Ney aussi, qui a donc promis à Louis XVIII de ramener Napoléon, mais qui en fait va lui tomber dans les bras. C'est fait partie aussi des revirements de cette période bizarre des 100 jours. Ça fait partie des revirements, et ça fait partie des revirements les plus touchants, puisque Ney va le payer de sa vie, puisqu'il est fusillé ensuite à la fin de l'année 1815, donc il paye ce ralliement à Napoléon, mais bon, ça n'est pas la seule girouette. 1815, c'est l'année des girouettes, tout le monde change plus ou moins de camp à un moment. On peut penser à Fouché, par exemple, qui se rallie à l'empereur, mais qui le trahit presque aussitôt en entrant en contact avec Louis XVIII. Donc on a énormément de girouettes, et ça concerne des grandes figures, des maréchaux, des ministres, mais également les Français, des millions de Français, des petits fonctionnaires, des artisans, qui tous vont être pour ou contre l'empereur, et le pays va être véritablement déchiré. Ça aussi, on ne se rend pas compte à quel point la France est divisée pendant les 100 jours, et Napoléon va avoir du mal en réalité à reprendre le contrôle de la totalité du pays. Durant ses 3 mois au pouvoir, une bonne partie de la France est rétive à son autorité et en réalité lui échappe. La fin des 100 jours annonce l'effacement définitif de Napoléon de la scène politique française. Quelles traces les 100 jours ont-ils laissé dans l'histoire de France? Alors les 100 jours, c'est la fin de la carrière de Napoléon, mais c'est aussi le début de sa légende, puisqu'il a cet exil à Sainte-Hélène, qui est un exil glorieux, légendaire. Ça en fait une figure mythique, romantique, qui va ensuite être récupérée par toute la frange libérale au cours du 19e siècle, et ça ouvre la voie en définitive ensuite à la prise de pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte en 1848, qui s'appuie beaucoup sur les souvenirs de son oncle. Sur la légende napoléonienne. Exactement. Merci beaucoup Charles-Éloi Vial de nous avoir rappelé cet épisode donc, de notre histoire. De vous, on peut lire l'histoire des 100 jours, paru chez Perrin en 2021. Sur le sujet, il y a évidemment beaucoup d'ouvrages, je l'ai dit, je signale parmi d'autres, celui d'Emmanuel de Varesquiel chez Talandier, 100 jours, Louis XVIII contre Napoléon, mars-juillet 1815. Et Charles-Éloi Vial, vous êtes également l'auteur de Les lieux de Napoléon, paru chez Perrin en 2025. C'est
c'est la fin de cette émission qui était réalisée par Anne Weinfeld, assistée de Frédéric Martin, à la technique Guillaume Roux. Vous pouvez vous abonner au podcast d'Autant n'emporte l'histoire sur l'appli Radio France. Comme toujours, j'attends avec impatience vos commentaires sur la page de l'émission ainsi que sur Facebook. Dimanche prochain, nous serons en compagnie d'une femme de science exceptionnelle, Marie Curie, née Maria Sklodowska, la première à recevoir un Nobel, l'unique à en recevoir un second, la première professeure à la Sorbonne, la première à entrer à l'Académie de médecine, ce qui, à une période de sa vie, ne l'a pas protégée des calomnies de la presse à scandale. Marie Curie, prix Nobel, veuve illustre et femme amoureuse, c'est dimanche prochain à 21h sur Inter.